Benjamin, c'est à vous si vous voulez. Donc, Benjamin Muller, vous allez présenter vous présentez beaucoup mieux que voilà, nouvelle méthodologie ergonomique et donc l'exemple du groupe Rocher. Qu'est-ce que c'est que le groupe Rocher? Et vous, donc, vous, encore une fois, ergonome européen et qui êtes, moi j'étais très étonné, je vais vous dire, j'étais très étonné de plein de choses. D'abord, c'est de l'ampleur du périmètre des métiers que vous couvrez et donc que vous êtes non seulement susceptible, mais plus que capable, que vous couvrez effectivement donc en maîtrise là-dedans, et en même temps le fait que là aussi c'est une incarnation de ton principe, si je peux me permettre, et qu'il est à la fois l'interlocuteur de la direction, et donc en pilotage, en vigilance et sur l'ensemble, et en même temps en appui complètement direct pour les opérateurs. Il a plein de choses à nous raconter là-dessus. Je vous laisse le micro si vous voulez bien. Merci Anne-Marie. Pour commencer, donc Benjamin, moi je suis responsable ergonomie handicap pour le groupe Rocher. Donc le groupe Rocher, c'est notamment, on va dire, une marque emblématique, mais pas seulement, il y en a d'autres, mais la marque Yves Rocher. Comme parcours, un peu semblable à Pierre, je suis passé par l'UFR STAPS également. À la base, je voulais être prof de PS, et puis finalement, au lieu d'étudier le corps en mouvement par l'objet du sport ou de la pratique sportive, j'étudie le corps en mouvement par l'objet du travail, et j'ai trouvé un tout autre intérêt. On fait toujours de la prévention de la santé, mais autrement. Ça va faire 20 ans que je suis dans le groupe Rocher, donc on va dire 18 précisément. On est en quelle année? En 2026, donc ça fait plus de 20 ans que je suis diplômé maintenant. Oui, c'est ça à peu près. Hein. Donc le groupe Rocher, juste pour vous représenter, donc c'est un groupe qui appartient à la famille Rocher à plus de 99%. Une marque qui a été créée en 1959, donc un groupe qui existe depuis. Et depuis le 2018, il me semble, 2019, on est entreprise à mission de protéger, en tout cas de prendre soin des hommes et des femmes et de la nature. Donc ça, c'est un de nos objectifs. Dans les chiffres clés, on a un chiffre d'affaires à 2,3 milliards à peu près, 6 000 collaborateurs, et il faut savoir qu'en fait, on produit 95 à 98% des produits que vous achetez de la marque qui sont fabriqués à Lagacy, à un peu moins d'1 heure d'ici. Donc quasiment tout est fait localement. C'est assez intéressant. On a un modèle intégré, on va de la plante à la peau. Quand on parle de la plante à la peau, c'est des gens qui vont cueillir les plantes. On va les ramasser, on va, dans certains cas, parce que ces plantes-là, malheureusement, on ne peut pas tout cultiver sur le bassin de Lagacy, on a une centaine d'hectares qu'on cultive, mais les plantes, en fait, on les transforme derrière en ce qu'on appelle un jus, et ce jus, après, on va l'introduire dans nos cosmétiques. Ces cosmétiques, on les conditionne, on les fabrique, on les conditionne, et puis derrière, on va les préparer, on va faire de la préparation de commandes, soit vous les achetez sur Internet, soit vous les achetez en magasin, donc on va les distribuer. Et puis après, on a aussi la partie boutique, une partie où on fait du retail, la partie institut. Et puis il faut savoir qu'à côté, j'ai aussi un hôtel, deux restaurants, un camping, voilà. Donc j'ai tous ces métiers-là. Et à travers tous ces métiers-là, on va faire de l'ergonomie, mais de la même manière. En tout cas, on va l'exploiter de la même manière et on va pouvoir essayer de faire du comparatif. Donc 20 ans d'évolution aussi des métiers. Moi, ce que je vois, c'est qu'on avait des métiers essentiellement manuels il y a une vingtaine d'années qui ont tendance à se transformer puisque la technologie évoluant, les cobots, les petits systèmes robotiques, etc., se faisant de moins en moins chers, du coup, on va observer en fait des équipements qui vont venir en assistance au travail et du coup, les métiers vont se transformer plutôt d'activités manuelles à du pilotage de ligne à travers nos métiers. Donc un niveau de compétence finalement qui va évoluer aussi également avec tout ça. Et du coup, nous, l'ergonomie, on la regarde à la fois à travers plusieurs prismes. La data, notamment celle qu'on peut retrouver avec Kimea, puisqu'on est utilisateur de Kimea, et avant, on avait une autre solution, mais on utilisait de la data également pour pouvoir faire un comparatif. Ces données-là, en fait, on l'utilise aussi sur d'autres critères, notamment sur la charge cognitive, sur les marges de manœuvre, etc. Alors, on essaye d'objectiver au maximum notre évaluation. Donc, comme je vous disais, les métiers deviennent de plus en plus complexes et nécessitent donc des niveaux de compétences qui sont plus importants à mobiliser. Derrière, ça aussi nécessite plus d'interaction avec des systèmes, alors les systèmes ou des interfaces, tout dépend ce que l'on a. Et les technologies aussi qui émergent, et notamment les exosquelettes. Alors, tout le monde entend parler des exosquelettes depuis, nous, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on en teste. En 10 ans, le seul qu'on a mis en place, c'était il y a 3 mois. Voilà.
mais au moins on a de la data pour pouvoir faire du comparatif. Est-ce que c'est mieux qu'avant, moins bien qu'avant, sur quelle base, sur quelles données? Alors quand on passe par l'UFR STAPS, en tout cas le profil qu'on peut avoir nous, on a été habitué à faire de l'électrocardiogramme, de l'électromyographie, s'appuyer sur des données biomécaniques assez importantes, ce qui ne fait pas tout du métier d'ergonome, c'est qu'une partie. Mais en tout cas, c'est des éléments qui nous sont utiles dans la performance. Et je rejoins assez Pierre là-dessus, c'est qu'effectivement le métier d'ergonome, il est à l'interface du lean et de la santé, parce qu'en fait l'ergonomie c'est à la fois un axe performance, mais un axe santé également. Et l'idée c'est de pas faire l'un au détriment de l'autre. On essaye de faire, soit on essaye de faire plus performant sans dégrader l'état de santé, soit on essaye d'améliorer l'état de santé sans dégrader la performance. Mais ce qui fait, juste pour vous interrompre 30 secondes, ce qui fait que le métier d'ergonome et votre regard d'ergonome a dû aussi complètement changer et de technique et de type d'approche en 20 ans. Il évolue effectivement, il évolue avec les technologies qui évoluent également. On sort en fait des appareils de mesure qui étaient avant dans des labos, qui étaient plutôt dans des labos soit universitaires ou dans le domaine médical, dans les hôpitaux. Et les technologies évoluant, on se permet en fait maintenant d'avoir des dynamomètres, de faire de l'EMG, donc de l'électromyographie, de l'ECG si on a besoin, de la goniométrie, j'allais dire entre guillemets, notamment ce que propose Chimera. En tout cas, voilà, on a de la motion capture, ce qui est assez facile et qui nous fait gagner du temps aussi dans notre métier. Et notre métier, c'est à la fois de l'ergonomie de correction, c'est-à-dire que il y a 20 ans, quand on me demandait de venir, c'était plutôt pour améliorer des postes de travail ou des situations au regard d'une population qui pouvait être lésée avec un état de santé qui pouvait être un peu en déclin. Aujourd'hui, ce métier-là, cette activité-là, c'était plutôt 80% quand j'ai commencé, et puis 20% de conception. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée. On est plutôt sur 80% de conception et 20% à peu près de maintien dans l'emploi. C'est-à-dire que le métier, il s'est transformé, et pour se transformer, on s'est accompagné de technologies, que ce soit ces technologies sur la motion capture, mais aussi de la réalité virtuelle, la 3D, etc. Juste, j'ai une question sur la dernière ligne. Oui. Tu reviendras après sur ce que tu appelles l'ergonomie organisationnelle, qui est Oui. dire le stade d'après, ou peut-être aussi Samia. Ça revient un peu à ce que évoquait Pierre. C'est à la fois qu'on accompagne les transformations qu'on peut avoir dans le groupe, mais aussi accompagner donc les différentes organisations et notamment cette optimisation de ressources. Parce qu'on a des gens avec des restrictions médicales qui peuvent pas faire toutes les activités, il va falloir les faire tourner sur différents postes. Sauf que quand en fait on a un point dur, quelqu'un qui s'est cassé une jambe ou on peut pas le faire tourner, la rotation devient compliquée. C'est un peu comme une équipe de foot. Quand on est sur les jeux vidéo, on a une proposition de l'attaquant, du défenseur, du milieu de terrain, etc. En fait, moi, ce que j'attends de demain, j'allais pas dire de Pierre, mais presque, c'est de me proposer une solution en disant, tiens, la personne, elle a déjà elle a acquis une charge physique ou une charge liée à sa santé, son état de santé, dans sa journée ou dans sa semaine. C'est demain, propose-moi une rotation différente, compte tenu de tous les éléments objectivables que je t'ai amenés dans le système. Il y a tant de ports de charge, tant de gestes, tant de déplacements. Propose-moi une autre rotation pour que la personne elle puisse se soulager, mobiliser ses articulations différemment. Et là, je vous arrête encore 30 secondes, pardon, parce que je passe mon temps à vous piquer le micro, mais tout ce que vous soulignez tous les deux sur les rotations, sur la polyvalence, sur les rotations des postes, c'est quelque chose dont je découvre que ça croît de plus en plus et dans beaucoup de secteurs. Demain, ce qu'on verra, si vous êtes avec nous demain sur la maintenance, ils ont là pour le coup une conception des GRH complètement fondée là-dessus. Je suis par terre de la qualité d'évolution de ce côté-là. Donc, on est très fiers de vous. Mais effectivement, en fait, la polyvalence, en fait, on parle de polyvalence, pour moi, on parle d'employabilité. C'est comment je peux amener des personnes à pouvoir travailler sur différents métiers. Et c'est à la fois de l'employabilité, j'allais dire, physique, physiologique, mais aussi des capacités, des compétences. Donc, il y a la matrice des compétences pour ceux qui connaissent plutôt le domaine RH, mais demain, il faudra arriver sur une matrice ergonomique qui va pouvoir nous donner finalement une compatibilité à la fois sur les compétences et à la fois sur l'aptitude physique à pouvoir tenir un poste. Ce qu'ailleurs on appelle, pardon, parce que on aime bien la prospective de ce côté-là, on est vraiment sur les capacités, c'est-à-dire qu'on est sur des capacités d'adaptation partout, en termes de compétences, j'allais dire de compétences professionnelles ou de compétences intellectuelles, mais idem en termes de capacités physiques et de durabilité, encore une fois. Complètement. Ouais. Alors moi, ce que j'ai bien aimé ce que j'aime bien dans l'approche que j'ai, en tout cas, c'est comme ça que je la fais, donc c'est pour ça que je la pratique. J'utilise la data comme un élément d'objectivation. Ce qu'on parlait tout à l'heure d'objectivation, en fait, c'est souvent j'ai des collaborateurs, en tout cas des élus, des choses comme ça, qui me font
bah tiens, ce poste-là, il est plus dur que celui-là. Bah, je dis, bah ok, on regarde quoi? Pourquoi tu peux juger qu'il est plus dur? Parce que comparer un poste de fabrication où on va manipuler 2 à 3 tonnes de matières premières sur 2 heures. À contrario, moi, j'ai des postes aussi de conditionnement. Et je vais avoir, la fabrication sont plutôt des hommes, au conditionnement sont plutôt des femmes. Mais quand on vous dit qu'on conditionne à peu près 2000 produits à l'heure, qui font 200, 300 grammes, et qu'au final, à la fin de la journée, elles auront manipulé 7 tonnes, ben on compare quoi? On compare pas la même chose. Par contre, on essaie d'objectiver pour leur amener d'autres éléments. Tout comme j'ai de la préparation de commande, ben la préparation de commande, j'ai pas une charge physique énorme. Par contre, j'ai une charge cognitive qui est multipliée par 10. Et du coup, moi, je me suis basé donc sur de la data. J'ai une évaluation qui se fait sur 8 critères. La partie, on va dire biomécanique, enfin biomécanique. Alors, si vous devez faire une photo, c'est effectivement celle sur les 8 critères. Ah, pardon, oui. je guide, hein, mais parce que c'est génial son système. On va voir les contraintes posturales. Donc, ce qu'on connaît à la base, on a commencé à s'équiper avec de la data. Enfin, moi, j'ai essayé, mais le seul moment où j'ai réussi à convaincre, c'était au moment de la pénibilité. Les critères de pénibilité qui sont sortis au niveau de la législation, et il y avait les contraintes posturales. Bon, bah, comment on pouvait évaluer les contraintes posturales de manière objective? Avec d'un outil de mesure. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à justifier l'achat de l'équipement. Et derrière, bah, j'ai complété à partir à la fois des exigences, j'allais dire réglementaires, et puis nous, de l'usage que l'on fait. Donc, on a les contraintes posturales, on va retrouver tout ce qui touche aux efforts physiques, la manutention, les déplacements, la répétitivité gestuelle, les marges de manœuvre, les contraintes cognitives, et puis derrière, tout ce qui va toucher aussi à la partie environnement de travail, donc bruit, lumière, température, etc. Et on essaye toujours d'avoir de quoi mesurer un appareil, un sonomètre, un luxmètre, un dynamomètre, j'ai de l'EMG pour pouvoir mesurer les efforts, etc., etc. Donc tout ça, ça permet tout type d'équipement qui permet d'objectiver la mesure, et ce qui est vraiment l'essentiel après pour après, on peut s'en passer, hein, tout dépend de l'usage qu'on fait. Si demain je devais travailler dans un Cap emploi, par exemple, je fais du maintien dans l'emploi, la mesure, elle m'est pas vraiment utile. Moi, je suis en entreprise. En entreprise, on a des objectifs de prévention. Et pour ça, faut classer les risques. Et les risques les plus élevés, il faut les identifier à un moment donné. Et là, avec ça, en fait, on arrive à le faire. Et ces éléments-là, cette cartographie que moi je fais sur d'un peu plus de 300 postes, derrière, elle sert aussi au service prévention pour le DURP. D'accord? Il s'alimente de ça, parce que c'est plus précis. Il s'alimente de ma cartographie pour pouvoir avancer. Donc, un usage, après, qui est assez varié. Hein, comme je vous disais, on fait de la conception de postes de travail. Donc là, c'est plutôt la photo qui est la plus à droite, où vous verrez, on est avec de la réalité virtuelle et on est sur la conception d'un nouveau système on est en train de transformer en fait une activité aujourd'hui qui est mécanisée, on va la démécaniser. Sur l'image du milieu, on est vraiment là plutôt et la première sur une analyse de l'activité existante. Et dans certains cas, comme ça arrive, moi je fais aussi des retours. Donc on fait des échanges prévention. Je ne sais pas si ça parle à certains, ou des visites de poste, etc. Et derrière, en fait, je les filme et puis je leur montre la vidéo. Je leur dis, je suis au fait, je t'ai vu faire un truc bizarre. Je fais, est-ce que tu peux regarder la vidéo avec moi et qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, ils ont un retour quasi instantané en fait de l'image. Et du coup, avec la posture, c'est assez facile. Hein, vert, jaune, rouge. Vert, je suis bon. Rouge, je suis pas bon. Quand on voit que finalement, quand on a été remanipuler une palette, etc., et qu'on a le dos qui est complètement en vrac, et parce qu'on voulait pile poil ajuster la palette sur celle du dessus et qu'elle dépasse pas d'1 centimètre à gauche ou à droite, on leur demande quelle a été l'utilité d'avoir généré des gestes supplémentaires. Donc c'est assez important et assez intéressant en fait d'avoir ce retour-là. On peut leur faire en direct aussi. Je continue. Je savais pas que j'en avais autant, mais oui, attends, encore 4 minutes. Ouais. Dans cette cartographie, du coup, moi je les ai classés. Donc j'ai une note qui va de 0 à 10, 10 étant très pénible, 0 étant un poste plutôt facile. On voit un petit peu cette courbe de Gauss finalement, où les postes les plus pénibles vont se retrouver en rouge et orange, et puis on a cherché à les réduire. Alors pour le coup, là, depuis le temps, on a réussi à réduire à peu près un peu plus de 20% de ces postes. Il faut savoir que sur l'activité, l'image d'avant que je vous ai montré, où je suis en réalité virtuelle, on est sur une activité qui va se mettre en place l'année prochaine et globalement, mon indicateur qui va de 0 à 10, il va baisser de plus de 30%. La situation de travail, en fait, va être 8 en termes de contraintes ergonomiques de plus de 30%. Donc, c'est un indicateur qui est assez important, donc qui permet aussi de rentrer dans on parlait de justificatif d'investissement, de ROI, etc. C'est un des éléments, un des indicateurs qui permettent à la direction aussi de les éclairer sur la situation et de faire des choix. Donc, ça, c'est assez important. Et là, on voit la moyenne de nos scores. Finalement, on a un score qu'on avait initialement poste par poste, et puis après, on l'a pondéré par l'effectif.
Ça, pareil, on l'évolue parce qu'on est challengé par nos patrons qui vont dire, bah ouais, mais là, tu as évalué un poste, il n'y a qu'une personne, et là, tu as un autre poste, mais tu as 40 personnes à travailler dessus. Et tu as compté 1 pour 1, et alors que ça serait 1 pour 40. Donc, on a pondéré, et finalement, on voit que les choses évoluent un peu. Nous, on a un objectif, se dire, c'est que tout nouveau poste entrant, il n'aura pas une note supérieure à 4, ce qu'on essaye de tenir. Donc, on a une ligne dernièrement là, qui est rentrée, on a deux postes sur 3 qui sont inférieurs à 4, et le troisième, il est à 4, quelque chose. Donc, globalement, on a réussi le challenge qui nous est imposé. Et ça, c'est l'objectif qu'on essaye de se tenir, et puis de faire baisser la moyenne globale à chaque fois d'un cran, et ça, c'est ce qu'on essaye de se donner dans nos P3A. L'outil de mesure, c'est un outil pour la performance à la fois pour l'utilisateur, mais aussi pour nous en tant qu'utilisateur. Enfin, quand j'ai l'utilisateur, le collaborateur, mais l'utilisateur en tant qu'ergonome aussi, parce que l'outil que j'avais avant, je passais 1 heure dans le temps d'intégration de la data. Je m'apercevais que la mesure, elle était pas bonne parce que finalement, les capteurs, ils avaient bougé au cours de la mesure, donc il fallait que je retourne les faire. Là, j'ai quelque chose qui se base sur de la vidéo. J'ai pas besoin d'y retoucher. L'information à part, elle redescend assez rapidement. Et derrière, l'interprétation aussi, l'interface, l'ergonomie de l'interface, elle est assez intuitive et elle est assez bien faite pour pouvoir apprécier les éléments. Et ce qui est assez sympa, je l'ai pas mis là, mais peut-être que Samia, on verra dans une de ces images. On a un petit bonhomme, on a des scores, et en fait, ça parle très vite. Donc, il n'y a pas besoin de donner de multiples informations. Donc voilà, une performance pour le système, c'est à la fois l'efficience versus les situations connues et la situation en devenir. Et comme l'a évoqué Pierre, c'est un usage pour le retour sur investissement derrière dans les justifications. Et derrière, ça permet aussi de mettre une data qui est intelligible, qui est assez facile à comprendre, qui est imagée. Et pour nous, c'est vraiment un outil indispensable en fait aujourd'hui pour moi, mais aussi pour les gens du terrain, puisque j'ai des demandes en fait des managers. Nous, on parlait de culture tout à l'heure, Pierre parlait de culture. En fait, il n'y a pas un manager, il n'y a pas une transformation chez nous sans que ça passe dans nos process, parce que il y a une transformation, il y a un changement, ça passe dans un process. Et j'ai demandé à ce qu'on mette un petit visa ergo à chaque fois, donc c'est-à-dire que je suis avisé à chaque moment. Et si ça passe pas, on change, on modifie, on transforme, mais on laisse pas passer une situation en fait qui serait dégradante. Et voilà. Super. Merci. En tout cas, on n'a effectivement pas le petit bonhomme sur écran, mais on a le grand bonhomme pour nous expliquer, donc en émotant ça. Merci. Vous voyez bien que ça sert à être efficace aussi bien vis-à-vis, encore une fois, des managers intermédiaires, de la direction, pour effectuer des choix et faire des décisions et prendre des décisions fondées que en feedback immédiat. Et je racontais l'autre jour et là avec j'ai quelqu'un qui teste immédiatement, je vois il a pas 30 secondes mais 2 minutes après le feedback sur les éventuellement erreurs ou améliorations qu'il peut y avoir d'attitude, c'est tout à fait bien. Alors maintenant ça va être